Bonsoir et bienvenue. La rencontre de cet après-midi, 15 heures, est une rencontre autour d'un livre de Vitaliano Trevisan qui s'intitule Works. Et je suis en compagnie de Christophe Milewski et Martin Rueff qui ont traduit cet immense livre, pas seulement une question de nombre de pages, immense livre de la littérature italienne de ces, disons, 30, 40 dernières années. Alors, je vous présente rapidement Christophe Milewski, qui est écrivain, poète, traducteur, et il enseigne à l'université de Paris-Nanterre. Il est traducteur littéraire. En particulier, il a traduit, je le disais hier, puisque Christophe Milewski était ici hier après-midi pour parler du dernier livre qu'il a traduit en français, le livre d'Antonio Franchini, Le feu que tu portes en toi. Donc je commence par la fin, mais autrefois, il a traduit Léonard de Vinci, Manzoni, ça c'est pour des auteurs anciens, et Calvino, Pier Paolo Pasolini, Ascanio Celestini. Et d'autres que j'oublie sans doute. Martin Rueff est écrivain, traducteur, poète, professeur de littérature française à l'Université de Genève. Il est directeur de la revue Poésie et de la collection Terra d'Altri, dédiée à la littérature italienne aux éditions Verdier. Il a traduit en particulier Carlo Ginzburg, Giorgio Agamben, je pense à peu près tout, ou presque, enfin beaucoup. Et Calvino, d'ailleurs, en collaboration avec Christophe Milewski. Donc, ce sont des vieux complices en traduction. Vieux complices, oui. Vieux complices. Voilà. Complices. Pas vieux, hein, pas vieux. Et Vitaliano Trevisan. Vitaliano Trevisan est un romancier, dramaturge, metteur en scène de théâtre, scénariste, acteur de cinéma et de séries de télévision. Il est né en 1960. Il est mort en 2022. Il s'est suicidé en 2022. Il est né et il est mort dans une même région, dans un même territoire qui est celui du côté de Vicenza, en Vénétie. Il a été découvert, si on peut dire, à la fin des années 90 avec des livres qui étaient publiés dans des petites maisons d'édition, mais c'est en 2002 quand Einaudi décide de publier le livre qui s'intitule I 15.000 passi, les 15 000 pas. C'est à ce moment-là qu'il sort d'une sorte un peu d'anonymat où il est lu, suivi par des fervents lecteurs, mais il est encore assez peu connu. Et en français, on peut lire Le Pont, un effondrement, et 13 aux éditions Gallimard, et chez Verdier, Les 15 000 pas, Bic et autres shorts, et surtout Works, ce livre-là, dont vous voyez ici, moi j'ai l'exemplaire épreuve, parce que j'ai pu le maltraiter et le souligner dans tous les sens. Encore plus gros. Et qui est encore plus gros, oui, je ne sais pas pourquoi. Alors, le titre, Works, travaux, boulot, gagne-pain, job. C'est curieux parce qu'en italien, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas autant de termes pour parler de petits boulots, de works. Et works, pendant 26 ans, c'est-à-dire entre 15 et 41 ans, il a exercé une quarantaine de métiers. Je ne vais pas tous les citer, vous les aurez au fur et à mesure de la conversation. Mouleur dans une fabrique de cages pour les oiseaux, travail de nuit dans une entreprise de transport, apprenti maçon, géomètre, dealer, magasinier, taulier, couvreur, dessinateur de meubles, glacier en Allemagne, constructeur de bateaux, etc., etc. Avant de se consacrer, si on peut dire, un peu plus exclusivement à l'écriture, il avait plus de 40 ans à ce moment-là. Works, boulot, mais aussi works, œuvre littéraire. Et d'ailleurs, works, words, il y a juste une syllabe qui fait la différence. Et je pense qu'il sera question hautement ici, grâce à vous deux, à la fois du mot
et du travail sous toutes ses formes. Et pour terminer ma présentation, et comme dirait Trevisan, encore une chose qui n'a rien à voir, mais je la dis quand même, en lisant ce livre, à un moment donné, je pensais, je ne sais pas pourquoi, à Hésiode, les travaux et les jours. Bon, ça n'a rien à voir. 8e siècle avant Jésus-Christ, mais quand même, 31 chapitres, tableaux, étapes, stations, épisodes, appelez ça comme vous voulez. Chacun correspondant à une période de la vie de Trevisan et à l'expérience de travail de ce moment-là, ou à la recherche du travail, ou à une occupation particulière. Donc, ces 31 moments composent un cycle, et c'est par le biais du travail, jour après jour, travail après travail, qu'on découvre la spécificité d'une existence, d'une vie, d'un homme, d'un monde, d'une époque. Et il est aussi question de mythes. Alors, c'est tiré par les cheveux. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les mythes d'Hésiode, mais chez Trevisan, c'est plutôt l'effondrement des mythes du travail, des mythes du bonheur acquis, conquis à travers le travail, etc. Voilà. 73 pages, 31 tableaux, 40 boulots, 26 ans de vie d'un homme. Et la première question que je vais vous poser, je ne sais pas qui va commencer, c'est comment Works vous a travaillé? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Francesca, de cette belle présentation. Et merci aussi à la Maison de la Poésie, merci à Italissimo, à Fabio et à toute son équipe. Et merci évidemment à Verdier d'avoir permis à cette œuvre d'arriver vers vous en français. Alors, d'une certaine manière, pour ce qui me concerne, voilà ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas un traducteur de prose, en fait. Moi, je traduis beaucoup de prose narrative. J'ai traduit beaucoup de philosophie, de l'histoire, beaucoup de poésie. Et quand Verdier m'a fait l'honneur, la confiance de me confier Terra d'Altri, il avait été convenu avec Gérard Bobillier, Colette Olive et Michel Planel qu'on se tournerait vers de la prose aussi, puisque Terra d'Altri a été connu surtout pour avoir lancé en France des grands poètes comme Luzzi, Bertolucci, etc. Et évidemment, il fallait trouver un écrivain de prose, un prosateur, qui, d'une certaine manière, fut à la hauteur de la poésie de recherche qui avait été traduite dans Terra d'Altri. Et donc, quand on m'a aiguillé, des amis italiens m'ont aiguillé vers I 15 me ne passi, j'ai été stupéfait par la densité d'écriture de Trevisan. Je crois que les personnes dans le public qui ont la chance de ne pas encore avoir lu ce livre, c'est une chance de ne pas avoir lu ce livre encore, vous allez découvrir un immense écrivain, c'est-à-dire quelqu'un pour qui disons la langue de l'expérience et l'expérience de la langue ne sont jamais dissociées. Donc c'est vraiment un écrivain absolument extraordinaire. Et donc, quand on avait fait I 15 me ne passi et Bic et autres short, la traduction du petit livre de prose, on s'était promis avec Vitaliano, qu'on fréquentait, voilà, qu'on ferait un autre livre de lui. Et puis les hasards de l'édition, c'est une manière pudique d'évoquer les aventures éditoriales, ont fait que Vitaliano, pour un certain temps, nous a échappé. Mais quand Works est sorti, je me suis dit, voilà, c'est un livre qui ne doit pas nous échapper. Je ne sais pas si, Francesca, si au départ, j'avais proposé d'en être un des traducteurs. Peut-être que c'est l'amitié, l'estime immense que j'ai pour Christophe qui m'a convaincu que je pouvais le faire avec lui. Mais en tout cas, pour moi, c'était dovuto, comme on dit en italien. C'est-à-dire, on devait ça à Vitaliano, on devait ça à la littérature italienne, et on devait ça au public français. Et on a eu la conviction permanente avec Christophe, et je le dis sans la moindre solennité excessive, d'avoir affaire à un chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ce livre, c'est tout. Voilà. Donc, comment est-ce que Works
nous a travaillé comme un chef-d'œuvre vous travaille, c'est-à-dire que vous avez la chance de pouvoir offrir dans votre langue un livre d'une extraordinaire teneur littéraire et humaine, parce que c'est un livre, vous l'avez un peu évoqué, d'une densité humaine, parcouru par une énergie de vie, tout simplement, aussi désespérée, tout à fait sublime. Et donc, oui, c'est un livre qui nous a accompagnés 2-3 ans, et on n'était pas trop de 2, hein, et comme Christophe, c'est au moins 3 personnes, on n'était pas trop de 4 pour le traduire. Hein. Christophe Milewski et moi, voilà. Donc voilà comment on a été traversé par ce livre, et peut-être qu'ensuite on rentrera plus dans l'évocation de son contenu. Mais je dirais que au-delà de l'extraordinaire vie et vitalité qui est portée par ce livre, moi je dois dire que c'est la langue de Trevisan qui m'a complètement tenu. Il y a une puissance expressive chez cet écrivain magnifique, absolument stupéfiante. Et je le dis d'autant plus que je lis, comme tout le monde, beaucoup de romans, beaucoup de récits, etc. Mais une expérience de langue comme celle de Trevisan, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas eu pour de la prose. D'autant que Christophe et moi, on vient de Calvino, et donc vous connaissez toutes et tous la prose de Calvino. Calvino, c'est une espèce de vivacité cristalline, de légèreté. C'est quelqu'un qui a toujours peur d'en faire trop, qui est toujours dans le moins pour donner plus. Et c'est quelqu'un qui a une mesure de phrase très calibrée, qui ça déborde pas. Et donc c'est comme si on se penchait sur un ruisseau de montagne, quelque chose de frais, de léger, de stimulant. Trevisan, c'est un ouragan. C'est-à-dire qu'on a été complètement embarqué. Voilà, pardon, je parle trop. Pas du tout. Et tu as oublié quand même pour la traduction qu'il y avait aussi Martin et RUF qui nous ont aidés. Donc on était 6 en fait. Alors tout ce que Martin a dit me parle absolument. On a évidemment énormément parlé de ce qu'on faisait et de Trevisan avant, pendant et après. En t'écoutant, j'allais faire le lien avec Calvino pour dire à quel point on est aux antipodes, ou en tout cas on est loin de l'univers de Calvino, parce que c'est une écriture extraordinairement incarnée. On lit depuis le début, enfin moi en tout cas ça m'a fait cet effet-là, je le sens physiquement présent dans son texte, qui est pourtant un texte extrêmement élaboré du point de vue littéraire, extrêmement savant, de quelqu'un qui connaît parfaitement les ficelles du métier, qui a lu énormément de choses et qui a recours à des tas de ficelles, si on peut dire, bien qu'on ne sente jamais la corde. Et moi, en plus de ce qui a été dit, le texte m'a travaillé dans une histoire personnelle, y compris dans un sens jungien, puisque mes origines italiennes, c'est Montecchio Maggiore, à 12 km à vol d'oiseau de Cavazzale, la ville où est né et où a vécu l'essentiel de sa vie Trevisan, et que beaucoup des histoires qu'il raconte me renvoyaient à des épisodes familiaux, le fait qu'il fasse des tas de petits boulots. J'avais évidemment dans ma famille des paysans sans terre du Vicentino qui sont venus s'installer en France et qui savaient aussi faire de la soudure, monter des maisons, construire des meubles qui étaient des demi-maçons ou des maçons entiers. Et donc beaucoup des histoires qui sont racontées, et sans parler du fait que j'ai un fils à Padoue, où j'ai vécu, pas très loin, et que les questions linguistiques, les personnages qui sont croqués, qui sont typiquement vénètes, tout ça me renvoyait à une histoire personnelle qui confirmait encore l'impression d'incarnation de la parole de Trevisan. Et heureusement que j'étais avec Martin, parce que c'était comme une sorte de garde-fou pour éviter une empathie qui est jamais de très bons conseils quand on traduit. Il faut trouver l'équilibre entre une empathie profonde avec le texte et en même temps une distance qui évite qu'on s'embarque et qu'on se mette à écrire autre chose que ce qui est écrit dans le texte d'origine. Donc voilà, c'est un texte qui m'a énormément travaillé, qui me travaille encore à chaque fois que je l'ouvre, même au hasard, il est là, quoi. Et moi, je ne l'ai pas connu, mais j'ai l'impression d'avoir passé beaucoup de temps avec lui en traduisant.
Oui, je confirme, c'est la même impression que j'ai, ne l'ayant pas rencontré, jamais. C'est chaque fois que j'ai ouvert le livre, j'ai eu non seulement l'impression de le connaître, mais le désir de le revoir et de le réécouter. Alors, je voulais dire une chose presque pratique, parce qu'on peut être effrayé par 713 pages. Et je pense que l'une des qualités immenses de Vitaliano Trevisan, c'est d'être un homme extrêmement libre et de ce fait de laisser ses lecteurs extrêmement libres. Et c'est un livre dans lequel vous pouvez entrer, ne pas en sortir pendant une longue période de lecture, mais vous pouvez aussi bien entrer parce que la construction même du livre, ces 31 chapitres, mais qui ne sont pas des chapitres, étapes, stations d'une via crucis par moment de sa vie de travail, peuvent être lus, je pense, séparément les unes des autres. Le tout est absolument cohérent et véhicule un sens qui est extrêmement fort et profond, mais vous pouvez très bien l'approcher comme ça, un peu à la fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on y va. Alors, ce qui caractérise, me semble-t-il, le travail de Vitaliano Trevisan, c'est vraiment la tension. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait du théâtre, vous l'avez rappelé. C'est un homme qui est un écrivain qui est très préoccupé de ne pas faire baisser la tension dans le chapitre. Et donc chaque chapitre est une espèce de concentré d'énergie, et le livre entier est un concentré d'énergie. Et donc je pense que vous avez raison de dire que on peut prendre ces 31, c'est ça, hein, voilà, donc ça vous fait une espèce d'homéopathie, hein, 31 jours, hein, une pilule de Trevisan par jour. Hein, ou alors vous pouvez vous faire carrément une cure de Trevisan, hein, en une semaine à raison de 5 chapitres par jour, et le dernier un peu moins. Ce qui caractérise Vitaliano, et donc c'est surtout de ça dont parlent des traducteurs, hein, des co-traducteurs. Ils ne parlent pas tant en fait, hein, de ce que ça veut dire. Leur conversation, nos conversations, hein, c'est vraiment des conversations esthétiques, c'est-à-dire c'est comment tu le sens, ce passage, comment tu sens l'œuvre. Et d'une certaine manière, l'extraordinaire énergie de Trevisan, elle est faite de l'énergie de la vie. Et donc ça, c'est très particulier. C'est-à-dire, c'est pas... justement, on ne va pas trop forcer le trait, Christophe, à tout le temps opposer à Calvino. Mais Calvino, ce qui caractérise Calvino, c'est son intelligence stupéfiante. Hein. Calvino, c'est un type qui a toujours au moins 4 ou 5 coups d'avance, hein, et dans le récit, et dans la conversation, etc. Trevisan est un grand intellectuel, il a des visions sur le monde du travail, sur la société italienne, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais ce qui le caractérise, c'est sa manière d'être complètement présent au présent, et complètement présent au présent dans toutes ses dimensions. Et donc chaque chapitre est une espèce d'immense flux de charroi, voilà, c'est le bon mot, de charroi où vous avez son passé, ses sentiments, des observations sur l'Italie des années 90-2000, des observations sur le sort des travailleurs, des observations sur les instruments du travail, des observations sur les relations de travail dans une entreprise ou dans un atelier, le rapport au chef, et en même temps, et ça vous avez tout à fait raison de souligner ça, une réflexion extraordinaire sur qu'est-ce que ça veut dire faire œuvre d'écrivain. Work, c'est vraiment les œuvres de l'écrivain. Hein. Et donc, en plein milieu d'une réflexion sur la scie à sauter, vous allez avoir une réflexion sur Beckett. En plein milieu d'une réflexion sur le fil du maçon pour que le mur tombe bien, vous allez avoir une réflexion sur Lolita, sur Wittgenstein, etc. Et son présent est fait de tous les présents, et je suis persuadé que si vous tombez dans cette espèce de centrifugeuse extraordinaire, il sera fait de vos présents aussi, ce livre. Parce qu'il renvoie vraiment au présent vécu par chacune et chacun. Hein. Et qui d'entre vous, on va faire comme dans les classes, levez le doigt, hein, qui d'entre vous n'en a pas eu marre de bosser un jour?
Voilà. Qui d'entre vous n'en a pas eu marre de son collègue de travail qui arrive toujours en retard et qui vous regarde de biais pour que vous ne disiez pas qu'il est en retard? Qui d'entre vous, au contraire, n'a pas tout misé sur la fraternité ou la sororité d'un milieu de travail qui vous garantit des horreurs de la famille, hein? Et bien, dans Trevisan, vous avez tout ça, tout le temps. Ce double sens de works que tu soulignais, Francesca, donc des jobs, des boulots, et d'un autre côté, les œuvres, je pense qu'évidemment, c'est conscient et volontaire. Et dans la suite de ce que tu viens de dire, ce qui me frappe beaucoup, c'est la non-séparation, la non-dichotomie, pourtant très classique, entre les œuvres du corps et les œuvres de l'esprit. Ça rejoint ce que je disais sur la présence charnelle. Le fait que quelqu'un qui fabrique des cages à oiseaux, c'est son premier travail, ou qui fabrique des cuisines modulables, fait quelque chose qui, comme l'aurait dit Gramsci, n'est pas si éloigné que ça du travail qu'on appelle intellectuel. Il y a un travail d'artisan dans l'écriture, un travail de composition. Tu parles de 31 pièces à la fois coordonnées et disjointes, comme des éléments de cuisine modulables. Je pense que l'expérience, il ne nous raconte pas simplement sa vie de travailleur précaire, il a été précaire le plus souvent, il nous raconte aussi un cheminement proustien vers le moment où il va devenir écrivain. Parce qu'il nous raconte qu'il a envie d'écrire, qu'il se considère comme un écrivain, alors qu'il n'a encore rien écrit. Et comment il a appris ce que ça veut dire écrire en montant des cuisines ou en dessinant des plans de réfection d'un immeuble, parce qu'il a aussi été un peu architecte, ou en apprenant à souder ou à faire du ciment. Je pense que ça, c'est très important dans l'éthique de Trevisan, cette non-dichotomie entre le corps et l'esprit, disons, pour simplifier, entre le travail manuel et le travail créatif. Et oui, je pourrais ajouter à ce que vous dites, Christophe, par rapport à où il a appris et comment il transpose ce qu'il a appris dans ses différents métiers, comment ça devient écriture. Et je pourrais ajouter le dessin technique, parce qu'il fait des études de géomètre contraint et forcé. Il n'empêche que dans ce métier oni, qu'il n'exercera jamais véritablement, mais enfin, bon, plutôt par des biais, il y a une chose qui le passionne, c'est le dessin technique. Et le dessin technique, c'est l'observation, le regard, vraiment c'est la précision, la minutie, la maniaquerie, le fait de faire vivre quelque chose qui est sur un papier. Et transposé dans l'écriture, je trouve que ça donne chez Trevisan non seulement cette capacité, mais qui est étourdissante, de situer une silhouette, un homme, un ouvrier qui travaille à côté de lui, un compagnon de travail ou n'importe, en quelques traits, mais de rendre une espèce de calque de la réalité qui fait qu'il n'a pas besoin, et ça c'est un autre aspect de la question, Trevisan, il me semble, n'a pas besoin de manifeste, n'a pas besoin de discours, n'a pas besoin de rhétorique, n'a pas même besoin de mobiliser un militantisme. Il nous met sous les yeux une vue et c'est à nous de tirer toutes les conséquences. Oui, là, dans ce que vous dites, tous les deux, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que en lisant et en écoutant ce que vous venez de dire, je pensais à cette phrase célèbre des Fusées de Baudelaire, hein, concentration et vaporisation, tout est là. Et Trevisan, c'est ça, c'est-à-dire il a une capacité de concentration du regard et aussi de concentration de la phrase sur un détail, la manière, par exemple, il vous ferait toute une page sur la manière dont Christophe tient son bras gauche avec sa main droite, hein, dont il sourit, dont vous êtes assis, le type d'atmosphère qui se crée dans un... Par exemple, le livre est constellé hein, d'entretien d'embauche. Hein. Comment on va en entretien d'embauche? La première impression, alors comme il est très visuel, notamment
en vertu de sa formation de dessinateur. Hein. Alors, les yeux, la carnagione, hein, le type de le teint, la coupe de cheveux, les fringues, les habits des boss italiens des années 80, c'est absolument extraordinaire. Hein. Les chemises trop voyantes, hein, le foulard type intello, hein, tout ça, il mord ça de manière. Donc, concentration, sa capacité aussi presque obsessionnelle à suivre une idée dans un chapitre. Une comparaison avec un écrivain, une réflexion sur par exemple, il y a toute une réflexion très très poussée sur la transformation du paysage vénète, celle dont Christophe est familier. Et donc là, il parle vraiment presque comme un essayiste, hein, quelqu'un qui est capable de suivre et de manière toujours parfaitement passionnante et jamais ni pédante, ni didactique, etc. Et en même temps, vaporisation. C'est-à-dire qu'il est capable de créer une espèce de nuage dans lequel on rentre, on voit des gens, des formes, des couleurs, on appartient à plusieurs temporalités, etc. Et oui, c'est un écrivain vraiment absolument éblouissant. C'est rare de voir ça, hein. C'est-à-dire qu'il a, si vous voulez, cette capacité, tu disais Proust, je pense que la comparaison est juste, parce que, comme Proust, il est capable de tenir plusieurs présents à la fois. Et ça, c'est quand même, dans la prose, c'est très difficile, parce que ça nécessite une syntaxe hyper syntaxique, si j'ose dire, avec énormément de subordonnés, des parenthèses, des incises, des renvois, des notes, etc. Et en même temps, tout ça, non è mai pesante. C'est jamais lourd. C'est toujours puissant, emportant, etc. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui nous lie à lui et qui va, j'en suis persuadé, vous lier à lui. C'est vraiment un écrivain, une fois que... c'est un peu ça, les grands écrivains. C'est qu'une fois qu'on les a lus, on ne peut plus décrire sa propre expérience sans passer par leur langage, en fait. Et une fois que vous aurez lu Trevisan, vous ne verrez plus votre boss de la même manière, ça c'est sûr. Hein. Vous ne verrez plus vos collègues de travail de la même manière. Hein. Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire vos works quotidiens. Hein. Vous allez écrire vos petits carnets sur le collègue qui cache le fait qu'il vient de boire avec des petits bonbons à la menthe. L'entrée dans le monde du travail de Vitaliano Trevisan se fait à l'âge de 15 ans et par le biais d'une histoire de vélo. Il a 15 ans, il fait du vélo, mais il se trouve qu'il n'a pas un vélo à lui, il doit emprunter le vélo de sa sœur. Et donc, à 15 ans, il aimerait avoir un vélo de mec, avec une barre et tout. Et il en parle un soir au dîner avec ses parents, et son père, qui est policier, lui dit « Bon, ben, très bien, lundi, rendez-vous lundi ». Et lundi arrive, il pense que son père va l'amener dans un magasin où ils vont acheter un vélo. Pas du tout. Son père l'amène dans une fabrique de cages à oiseaux. Et il connaît le propriétaire, il dit « Voilà mon fils ». Et il voudrait travailler. Et voilà qu'à 15 ans, Vitaliano se retrouve à fabriquer des abreuvoirs en tôle pour l'écaille. C'est son entrée dans le monde du travail. Et il en sortira à 41 ans, en passant, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas y revenir, par 40 boulots différents. Alors, ce type, oui. Oui, ce que vous dites quand même, c'est important, parce que c'est un livre qui commence par une trahison. Hein, c'est un livre qui commence quand même par une trahison au sein de la famille, et comme dit Christophe, il va y en avoir beaucoup, oui. Et il va y en avoir beaucoup au sein de la famille. Hein, c'est aussi un livre terrible. Alors ça, je pense que, juste un mot là-dessus, hein, oui. C'est du point de vue, si vous voulez, du rapport entre le grand roman italien du XXe siècle et la question dont tout le monde sait, ou directement ou indirectement, combien elle est importante en Italie, c'est-à-dire la famille. Hein. C'est un livre qui tranche complètement, parce que la famille n'est pas du tout le lieu de réalisation des possibilités de chacun et de l'épanouissement personnel, mais ça commence par une trahison qui est celle du père, et ça finit par deux trahisons qui sont celles de la mère
Et de la sœur. Et de la sœur et de sa femme, Et de etc. sa femme. Oui, effectivement. Si donc M m'avait trahi, c'est le début Oui, de- et ça, M, un autre qui le trahit, c'est M avec qui il avait monté une petite affaire de deal. Alors, et M devient Et M devient policier, c'est encore une trahison sur trahison. Non, non, mais je voulais juste ajouter, j'avais pas grand-chose à ajouter à ce que je venais de dire, si ce n'est que effectivement il y a trahison, mais effectivement la famille, c'est là où il est tout le temps question de sous, d'argent qui manque évidemment, mais la question que je voulais poser, est-ce que véritablement Vitaliano Trevisan, à travers ce livre, montre une manière de mépris pour le travail ou de détestation pour le travail? Moi, je ne dirais pas ça. Et c'est encore l'une des choses qui sont contre-intuitives. Parce que, et pourquoi il ne déteste pas le travail? Et pourquoi il ne le méprise pas? Et pourquoi ce qu'il dénonce, c'est le fait que le travail qu'on ait changé le travail, qu'on ait déformé, je ne sais pas, dévoyé le travail. Donc, d'un côté, on disait tout à l'heure, il y a un père policier, un grand-père, qui ont fait chacun leur métier de manière honnête, probe, comme il se doit dans cette région du nord-est de l'Italie, qui est une région catholique et travailleuse et laborieuse. Et d'un autre côté, il y a des expériences qui contredisent cet héritage, cette empreinte qu'il a eue. Voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire ? C'est important de rappeler qu'on est en Vénétie, effectivement, un endroit dont il dit à différentes reprises que c'est une région qui a la religion du travail. La religion, et notamment la religion du travail. C'est très ambivalent, en fait, ce qu'il dit sur le travail. Ça commence par, le hasard fait bien ou mal les choses, un emploi dans une fabrique de cages à oiseaux. Je rends hommage d'ailleurs à la conception de la couverture, où on voit un petit oiseau derrière des barreaux, et ça résume très bien, je pense, ce qu'il dit du travail, que ce soit le travail du début à 15 ans, où il est un factotum, il fait des tâches répétitives et pas très créatives, même quand il devient semi-architecte ou qu'il conçoit même des meubles, ça reste la même chose. Le travail comme aliénation, comme coercition, comme contrainte, et en même temps, du début à la fin, le travail comme l'injonction à faire le mieux possible. Parce qu'on a quand même l'impression que même quand il n'aime pas ses camarades, quand il n'aime pas son patron, quand il n'aime pas le job qu'il doit faire, il essaye de le faire consciencieusement le mieux possible. Comme le travail d'écrivain. Il n'y a pas d'opposition, je le répète, il n'y a pas d'opposition entre ce que c'est que le travail d'écrivain et les jobs qu'il a eus précédemment. On pourrait se dire, une fois qu'il devient écrivain, et c'est là qu'il se différencie de Proust, je pense, il n'y a pas d'idéalisation, une fois qu'il est à l'acte d'écrire, de ce qu'est être écrivain. C'est une aliénation aussi. Il le dit clairement. Il dit à un moment donné, bah oui, non, je suis attelé à ma table de travail comme un esclave de moi-même, parce qu'il faut que je paye le loyer, parce qu'il faut que je rembourse mes dettes, parce que, voilà. Et je ne vends pas tant de livres que ça. Donc, le travail est une aliénation, quel que soit le travail, même le travail intellectuel. Je ne sais pas si tu es d'accord. Alors, on est rarement en désaccord, donc ça ne va pas commencer là. En revanche, je dirais aussi, j'irais un peu dans une autre direction, si tu veux bien. C'est que je pense que le pluriel du titre est important. C'est-à-dire que, oui, il y a un discours sur le travail, et je vais revenir, c'est celui que vous avez bien décrit tous les deux et que Christophe a décortiqué, mais néanmoins, il y a une attention à la singularité de chacun de ces 40 travaux. Et autant, on peut dire que l'axe général, c'est une réflexion de fait sur le rapport entre émancipation et aliénation. Et dans ce couple-là, ça tombe toujours du côté de l'aliénation, en dépit des rêves d'émancipation, puisque s'il change de travail, évidemment, c'est pour des questions d'argent, mais aussi parce qu'il imagine qu'il va franchir des étapes dans sa vie d'homme, si vous voulez. Mais néanmoins, ce couple, émancipation
et aliénation, il est rejoué très différemment selon le type de travail qu'il fait, selon le type d'insertion de ce travail dans un milieu social. Parce que les travaux qu'il accomplit, vous le disiez, ça va du travail manuel de base, il murateur et le maçon, mais il va aussi travailler dans des cabinets d'architecture, il va aussi travailler dans des... il est de l'époque, hein, et puis c'est vraiment la même région du développement des magasins Benetton, donc il va être responsable à un moment de l'aménagement des magasins d'habits Benetton. Et donc, si vous voulez, il n'est pas toujours dans le même lieu, dans le même échelon de la société. Et moi, ce qui me frappe beaucoup quand je lis Trevisan, c'est la manière dont, à chaque fois, il est capable, un peu comme Balzac, là pour le coup, hein, de rendre les spécificités de ce milieu. Alors, par exemple, il ressort quand même de ce livre qu'il a une fascination pour, et tu l'as dit Christophe, hein, pour le travail manuel bien fait. Ça, il pense que ça, c'est du vrai boulot. Hein, parce que c'est pas de la tchatch. Quand vous faites qu'un meuble tient droit, quand vous faites qu'un mur tient droit, eh bien, vous avez fait quelque chose, vous avez contribué à l'ordre du monde, et ça le rassure. Donc là, il est content. Est-ce qu'il est émancipé par là? Je ne sais pas, mais ça le satisfait plus que de participer à des réunions avec des gens en cravate qui discutent de la politique urbaine d'El Veneto. Hein, il est plus à son affaire. Et ce qui varie aussi, évidemment, c'est le type de relations humaines qui se créent. Et chez lui, il y a une... alors je ne dirais pas un culte, parce que ce n'est pas tout à fait comme ça que sa psychologie le prédispose à être, mais il y a un vrai attachement, un véritable attachement aux relations de travail authentiques et au sacrifice des camarades les uns pour les autres, par exemple quand il est taulier, etc. Et donc, alors, ce n'est pas du tout quelqu'un qui idéalise, alors pas du tout, ça on est tout à fait d'accord avec Christophe, mais néanmoins, il y a des moments de bonheur, hein, des moments d'échange, des moments où on se sent ensemble, dont on a l'impression que ce sont des moments, pour un écrivain qui était très torturé par sa vie psychique, hein, qu'il lui apporte une forme d'apaisement. Hein, et ça, c'est réel. Hein, c'est pas... Donc je ne dirais pas que c'est de l'émancipation, parce que c'est pas... à terme, c'est pas ça, mais il y a des moments de vrai oui, bonheur d'être ensemble. Il dit d'ailleurs, il dit qu'il lui arrive parfois de rentrer le soir de son travail plus satisfait que fatigué. Et voilà, je pense que ça résume bien ce que vous dites. C'est pas l'émancipation, c'est que là où il a trouvé ce moment de bonheur, qui ne va pas durer évidemment, mais ça concrétise quelque chose du travail bien fait. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire, nous, comme traducteurs ou comme écrivains, etc. Là, c'est quand même une fonction de la littérature qui est en jeu. C'est-à-dire que Trevisan, il écrit à un moment où ce qu'on appelle, disons, un peu le néo-capitalisme, le néolibéralisme de la fin des années 80, qui a permis le développement de ces grandes et petites et moyennes entreprises du Veneto, ce développement s'accompagne évidemment d'un discours complètement lénifiant sur le travail, sur le fait que les gens vont être libérés, etc. Et à l'encontre de ça, nous, on peut lire de la sociologie du travail, de l'économie, etc., mais on n'aura pas il vissuto, l'expérience vécue des gens. Et c'est ça que donne Trevisan. Ouais. Pendant que vous tenez vos grands discours sur la libération par le travail, etc., regardez c'est quoi la vie des gens. Ouais. Regardez, par exemple, les accidents du travail. C'est un très grand livre sur les accidents du monde du travail. Il y en a plein. Ouais. Il y a plein de gens qui meurent, il le dit. Hein. D'ailleurs, par rapport à l'expérience vécue qui est celle de Trevisan, il dit dans un autre livre qui est Tristissimi Giardini, qui est un reportage, essai, narration, toujours autour de la province de Vicenza. Je traduis là de l'italien. Mon expérience personnelle, privée, existentielle, comme écrivait PPP, Pier Paolo Pasolini, l'auteur n'a rien d'autre à offrir. Tenez compte aussi qu'avec Pier Paolo Pasolini, j'ai très peu de choses à voir. Enfin, ça, on pourrait en parler longuement parce qu'en réalité, non, mais en réalité, je trouve qu'il poursuit dans sa vision des mutations anthropologiques liées aux mutations du travail, mutations du territoire, de la géographie, de la vie
il a quelque chose qui poursuit quand même la réflexion de Pasolini. Mais enfin, là, ce qu'il y avait, c'est intéressant pour moi à ce moment, c'était de dire, vraiment, je n'ai qu'à vous offrir ce que je vis et rien de plus. Alors, une autre chose que vous avez évoquée, Martin, mais qui n'a pas été, je pense, souvent soulignée dans la presse, pourtant extrêmement attentive à ce livre et très élogieuse, c'est toute la douceur qu'il peut y avoir chez cet écrivain, la fragilité, ces moments de sérénité qui sont extrêmement rares, mais qui tout à coup vous prennent, vous, lecteurs, au dépourvu, parce que vous n'imaginez pas que, alors que vous êtes dans les roulements à billes, qui vous passionnent, hein, par ailleurs, jamais été autant passionné par les roulements à billes de ma vie, ou dans la fabrique, ou dans les comment découper la tôle, enfin, bon, tout à coup, fait irruption, quelque chose, c'est quelques lignes. Par exemple, j'ai en tête le moment où il parle du crochet. Il était adolescent et il demande à sa mère de lui apprendre à travailler avec le crochet. Et c'est 4 lignes, 5 lignes, mais c'est d'une beauté extraordinaire, d'autant que cette mère, c'est elle qui le pousse à faire des études de géomètre qu'il ne veut pas faire, et que cette famille est infernale, finalement. Et l'autre moment extraordinaire, et ça, je suis sûre que vous en souvenez aussi, c'est Assam. C'est son camarade de travail qui s'appelle Assam. Et à un moment de la pause du déjeuner, Vitaliano Trevisan enjambe la clôture, sort immédiatement, il est au milieu des roseaux, immédiatement il va vers les marais. Et là, Assam, j'avais noté parce que je voulais juste vous... je ne sais pas où est Assam. Oui, ben, en fait, le Trevisan, il a un rapport à la tendresse d'une très grande pudeur. Et donc, quand ça éclate de manière absolument bouleversante pour le lecteur et la lectrice, parce qu'on est dans une espèce de tension, on en parlait, d'énergie, même de contention, hein, parce que c'est quelqu'un qui est bandé comme ça sur sa phrase, le texte est toujours très tenu, et puis comme ça, il y a des espèces d'éclairs, d'ouverture, de lumière douce, absolument formidable. Et ça me rappelle, on n'en a jamais parlé de ça, mais ça me rappelle les rares pages de tendresse dans Voyage au bout de la nuit. Hein, et où à un moment, le narrateur Bardamu dit à propos d'Alcide, un personnage qu'il rencontre en Afrique, il tutoyait les anges. Hein. Et il y a ce côté de tutoyer les anges. Hein. Évidemment, comme par hasard, souvent lié au féminin, ou à l'enfance, ou à l'amour. Parce que c'est aussi un grand roman d'amour, désespéré, contrarié. Hein. Et on en parle souvent avec Christophe, c'est-à-dire que il y a tout un chapitre qui est lié à sa femme, qui a une bijouterie, ça tourne presque au cocasse, parce qu'elle lui demande de transporter la poussière d'or, qui est le résultat du travail des joailliers, etc., des orfèvres. Et donc c'est un passage plutôt drôlatique, un peu parodique, d'une espèce de polar, où il est comme une espèce de voiturier, etc. Mais dès qu'il parle de sa femme, qui le quitte d'ailleurs, qui lui demande le divorce, en fait, il arrive presque pas à dire combien il est amoureux d'elle, tellement c'est fort. Hein. Et donc il y a ça aussi chez lui. Hein. C'est un écrivain dont l'intériorité, je dirais, sensible et érotique, hein, est immense, et elle est d'autant plus perceptible qu'elle est constamment contenue. Mais vous vouliez dire ça? Non, j'ai retrouvé, mais je voulais juste... très, très rapidement. En un instant, j'avais déjà timbré et sans regarder personne dans les yeux, j'avais traversé le magasin, j'étais sortie par la porte de derrière, j'avais enjambé la clôture et je m'étais enfoncée dans l'épaisseur des joncs. C'est le printemps, avais-je dit à Hassan la veille, et il nous faut remercier Dieu pour cela.
Oui, avait-il dit, en regardant vers le marais, il avait opiné plusieurs fois. Puis, avec son pauvre Italien incertain et pourtant tellement riche, toujours en regardant les marais, ce bref monologue. Hassan, homme fort, va bien même seul avec la nature. Hassan, homme faible. Famille, il n'y a pas. Amour, il n'y a pas. Mon cœur, comme l'eau, tu comprends, me regardant. Toi, homme fort, toi, prince, toi, bien, même seul. Et voilà, et ça, c'est... Et comme vous disiez très justement, beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue. Et alors, il y a autre chose que j'aimerais aborder avec vous, toujours dans cette idée enfin, au fond, on pourrait décrire l'œuvre de Trevisan ou l'écriture de Trevisan par la négation. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, pas de rhétorique, pas de plainte, pas de revendication à proprement parler, pas de récrimination, pas de rancœur. Il y a une rage, mais c'est encore autre chose. Et alors, je pensais à quelque chose dont on parle beaucoup en France depuis des années, et des écrivains qui ont écrit des choses remarquables d'ailleurs, sur cette question d'une transfuge de classe. Et moi, je me disais, mais Trevisan, j'aurais aimé lui poser la question, mais je pense que Trevisan est un transfuge de la vie, pas de la classe. Et c'est pour ça que quand je lis Trevisan, j'ai beaucoup plus d'oxygène. Parce que Trevisan touche à quelque chose qui est bien au-delà, qui est quelque chose d'existentiel, qui est certes aussi une histoire sociale. Il ne faut pas le nier. Il a un moment une rage folle contre les bourgeois, les petits bourgeois. Là aussi, c'est un paragraphe assez court. Mais pourquoi il est tellement en rage? Parce qu'il vient de s'apercevoir qu'il a agi comme un petit bourgeois. Donc, voilà, transfuge de classe, non, transfuge de la vie. D'ailleurs, il y a laissé sa vie. Ah oui, je t'écoute, c'est très beau ce que tu dis. Ça me paraît très juste. Alors, un peu transfuge de classe quand même, mais qui garde un attachement très fort. Son père est Celerino, c'est un CRS, c'est un policier, mais un type de policier bien particulier. Sa mère, femme au foyer. Et je pense qu'il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de récrimination, c'est vrai, mais il y a quand même une charge anti-bourgeoise, anti-capitaliste qui fait que même s'il s'en défend, il y a une filiation avec Pasolini, tu l'as bien dit. Je voudrais lire un passage, c'est pas celui que j'avais prévu, mais en t'écoutant, j'ai envie de changer. C'est un passage où on voit une caractéristique de l'écrivain, de l'homme et de l'œuvre, qui est une forme de refus de la compromission. Il a fait du théâtre, il a été en contact avec des gens importants, notamment un certain X. Il a été question de lui hier, c'est pour ça que je lis le passage. Un certain X qui a adapté un texte de Trevisan au théâtre. Et voilà la situation que nous raconte Trevisan. Je lis un extrait. Pour commencer, c'est Trevisan qui parle à X. Je voulais te remercier, car pour finir, le spectacle était vraiment beau. Même si, comme tu le sais, je ne suis pas et ne pourrai jamais être d'accord avec un bon nombre de tes choix. Mais, continuai-je, je dois te dire une chose. À partir de maintenant, si jamais nous donnons d'autres interviews ensemble, s'il te plaît, ne dis plus que tu as eu le plus grand respect pour le travail de l'auteur et pour le texte, car je me verrai dans l'obligation de te contredire. Si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, terminai-je, c'est uniquement parce que je pensais surtout au spectacle. Mais maintenant qu'il est joué sur scène, je ne pourrai plus me taire. Longue pause. Pas plus de 5 ou 6 secondes, au cinéma ou au théâtre, ça peut être une éternité. Pendant ce laps de temps, le visage de X se décompose. L'acteur quitte la scène et l'homme reste. Il reste aussi l'essence du lyrique napolitain qui, évidemment, n'est pas une pause. X se lève d'un coup et fait presque tomber sa chaise. « T'es un arrogant !»
s'exclame-t-il. Un petit arrogant ambitieux, voilà, c'est ça que tu es. Il se rend compte qu'il a totalement perdu le contrôle de la situation. Me voir encore assis à ma place, parfaitement détendu, apparemment calme, le fou en rogne. Il parvient à peine à se contrôler. Mais pour qui tu te prends? Ça fait 30 ans que je me casse le cul sur scène. Et tu voudrais m'apprendre mon métier? Pour qui tu te prends, bordel de merde? Et de toutes les manières, dit-il dans un sifflement, souviens-toi bien d'une chose. À partir de maintenant, si je vais quelque part, il est hors de question que tu y sois. Tout cela avec cet accent napolitain si juste qu'ont certains acteurs, même s'ils ne sont pas napolitains, comme c'est du reste le cas de X. X, qui ne s'est manifestement pas encore remis de ses émotions, reste un instant de trop sur le coup, c'est-à-dire sur sa réplique. J'en profite alors pour fendre sa garde en lui disant, toujours assis, avec mon accent naturel de Vicence, « Cher Tony, souviens-toi bien d'une chose, je vais où ça me chante, et si nous nous rencontrons, fais gaffe à toi. »« Mais va te faire foutre, putain !» s'exclame-t-il, et il s'éloigne en grommelant sans se retourner. Bravo, merci. Mais, tout le monde a deviné parce que c'est dit à la fin que le X, il s'appelle Tony. Bon, on ne dira pas plus. Et alors, puisqu'on en est aux lectures. Oui, un mot quand même sur deux mots, un sur ce que Francesca a dit et un sur ce qu'on vient d'entendre. Je pense que le destin de Trevisan permet de comprendre que l'assignation à une place douloureuse par le monde du travail et les possibilités d'émancipation plus ou moins accomplies, abouties, réussies que narre le livre s'inscrivent sur une psyché d'un désespoir qui a des dimensions proprement métaphysiques. C'est tout à fait évident. Hein. Et rien de ce qu'il n'aurait pu accomplir ne l'eût gardé de ce désespoir. Ça, c'est tout à fait évident. Et c'est ce qui fait... Mais il y a les deux. C'est-à-dire, je pense qu'on aurait tort de rabattre comme s'il y avait une douleur profonde et une douleur superficielle, la profonde, la métaphysique, et la superficielle, celle du travail. Je pense que ce sont des relais, et le pluriel de works correspond aussi à un pluriel de souffrance psychique, et la douleur psychique profonde rencontre la douleur psychique profonde du travail. Voilà. Quant au texte très beau que vient de lire Christophe, vous avez vu aussi combien ce qu'on pourrait appeler l'agilité de Trevisan. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il occupe plusieurs position dans la scène, il se regarde, il le regarde, il sort, il commente, il y a un commentaire philologique amusant sur l'accent napolitain qui vous a frappé. Hein. C'est vraiment un écrivain absolument consommé. Il a un art, c'est un maître, c'est tout simplement un maître d'écriture. Alors le passage que je vais lire, moi, c'est un passage que j'extrais de Recharge, qui est un chapitre dans lequel le narrateur, Trevisan, accepte de s'occuper de personnes handicapées, c'est le terme qui est utilisé dans le livre, on ne dirait plus comme ça maintenant, mais de personnes handicapées qui sont recrutées par une compagnie qui a pour fonction de recharger des cartouches de tonnerre. Tonnerre, pas le tonnerre du ciel, le tonnerre des imprimantes. Hein. Et donc, c'est ce boulot, hein, parce qu'à l'époque, les recharges d'imprimantes, on ne les jetait pas, hein, on les rechargeait. Et donc, il a sous sa garde, si j'ose dire, sous sa responsabilité, ces handicapés qu'il fait travailler. Et le chapitre commence par un dialogue, qui est un dialogue qui évoque des leçons d'anglais avec quelqu'un qui s'appelle Chess. Et alors, évidemment, en italien, ça fait penser à un autre mot. Du reste, pensais-je en me rendant à une des leçons d'anglais de Mr. Chess, qui remonte à cette époque, à la fois où ce dernier, au cours d'une de ces demi-heures de conversation à bâton rompu par lesquelles il achevait le cours, nous avait demandé pourquoi nous travaillons. Sacré Chess. Ces questions étaient comme la malle d'un magicien, elles avaient toujours un double fond. Est-ce que je n'avais pas été le seul à répondre bon sang « Because I need some money to live ». Alors que les autres, je dis bien tous les autres, avaient jacassé en parlant de réalisation de soi et d'autres conneries du même acabit.
Je ne peux certes pas dire que les personnes qui étaient là pouvaient se passer de travailler, à part peut-être mes œufs sombres et profonds. Elle, sans doute, elle aurait pu s'en passer, mais étant la fille qu'elle était, elle travaillait déjà à l'époque, menant en même temps ses études universitaires. Et pourtant, même si ces personnes avaient besoin de travailler pour gagner leur vie, aucune d'entre elles n'avait dit tout simplement « je travaille pour gagner ma vie ». Et puis d'accord, bien sûr, si c'est possible, et quand c'est possible, on travaille pour autre chose aussi. Mais le premier motif devrait bien être celui-ci, et si quelqu'un n'indique pas que c'est le premier motif, est-ce qu'il ne devrait pas au moins le faire figurer sur sa liste? Au lieu de ça, rien, pas la moindre allusion. La propagande fait donc des miracles, même sans ministère. Toute cette angoisse de se réaliser soi-même à travers le travail m'a fait réfléchir. En fait, cette affaire me fait réfléchir de manière générale. Se réaliser soi-même, me réaliser, moi, et après, une fois que je me serai réalisé, qu'est-ce que je suis censé faire? Me suspendre à un mur, m'exposer sur une étagère, ou pire, sur un piédestal, ou pire encore, me mettre en location à temps de l'heure pour être installé dans un salon en compagnie d'autres réalisés dans le but de faire étalage de mes opinions les plus stupides sur tout et sur n'importe quoi? Ou alors, et c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver, qu'on me balance un marteau dans la tronche et on me demande pourquoi je ne dis rien. Soit dit en passant, quelqu'un s'est-il déjà suicidé à coups de marteau? Bon, mais je ne cours aucun danger. Si se réaliser signifie se rendre soi-même réel, je dois dire que, de manière parfaitement instinctive, j'ai toujours essayé de faire exactement le contraire. Et si cela signifie se rendre réel pour soi-même, c'est encore pire, parce que j'ai toujours eu l'impression de l'être trop, et si c'était possible, j'aimerais l'être moins. Réaliser quelque chose à l'extérieur de soi, ah oui, ça c'est une toute autre affaire. Il ne faut pas y penser des heures, l'œuvre seule compte. On aurait presque envie d'en rester à cette phrase « l'œuvre seule compte ». Et ce livre le démontre, parce que, bon, est-ce que il a su que le livre en Italie est sorti en 2016. Il a été réédité en 2022, donc après sa mort. Il a écrit en 21 pour la deuxième édition chez Einaudi un texte magnifique qui a été ajouté, qui dans l'édition augmentée de 22 et qui s'intitule « Là où tout a commencé » et qui est un véritable texte testamentaire, comme l'on dit. Est-ce qu'on peut dire un mot, peut-être, avant de nous quitter, de ce texte qui résume, qui clôt? Oui, je crois que ce qui est important au regard du texte que je viens de lire, c'est de bien comprendre que devenir un écrivain, et Christophe l'a dit avec force tout à l'heure, hein, c'était pas du tout quelque chose qui pouvait l'apaiser. C'était pas la réalisation qui allait calmer son angoisse. Et à l'égard de son œuvre, alors qu'il avait conscience de faire une grande opération d'écriture, c'est quelqu'un qui n'a jamais été satisfait, hein, et Dieu merci, si j'ose dire. Et donc, en effet, le travail, le texte qui s'appelle « Par où tout a commencé », le texte qu'on a mis à la fin, avec Christophe et les éditeurs, est un texte, un peu ironique, à la fois testamentaire, mais un peu ironique, comme il est. Et je pense que c'est un texte qui, au lieu de boucler le livre, hein, relance une autre lecture, hein, et attire vers autre chose. Hein. Et ensuite, d'ailleurs, c'est pas le dernier livre de Trevisan, hein, puisqu'il a ici aussi écrit, même s'il est resté inachevé, Black Tulips. Hein. Mais c'est je pense que je vous souhaite d'être autant hanté par lui que nous. J'ajouterais à ce que tu viens de dire que non seulement la réalisation de lui-même comme écrivain n'était pas de nature à l'apaiser, mais que peut-être même ça induit des inquiétudes qu'il n'y a pas dans la fabrication d'un meuble. Parce qu'un meuble, on peut le montrer à tout le monde est capable de voir qu'il est réussi et qu'il est bon. Une œuvre d'art, une œuvre littéraire, c'est une autre affaire. Quels sont les critères qui permettent de dire c'est bien, c'est pas bien? L'écrivain lui-même peut douter de sa propre création, alors que quand on a fait une belle armoire, on est sûr que c'est une belle armoire. Les critères sont objectifs. Et là, on le voit dans la scène avec X.
Tony X, c'est qu'est-ce que l'autre peut faire de ce que j'ai fait, s'en emparer pour le transformer en quelque chose d'autre. Ça n'arrive pas avec les armoires. Oui. C'est un conseil que tu nous donnes? Je pense qu'on devrait passer à la fabrication d'armoires. Oui, non, je cherchais un bref passage que j'avais souligné où précisément Trevisan dit de la manière dont voilà, c'est l'un des moments où il parle de suicide explicitement. Et, alors attendez pour que ça aille. Voilà, c'est ça, oui. Au fond, c'était dans cette idée que je me réfugiais lorsqu'il ne me restait rien d'autre à quoi m'accrocher pour ne pas me sentir un raté total. Certes, tôt ou tard, j'allais devoir commencer à écrire. Mais je remettais ça à plus tard. Mieux vaut vivre un peu, me disais-je, car quand je me mettrai à écrire, si jamais j'échoue, alors là, non. Je n'aurai plus aucun endroit, ni aucun droit sans doute, où me réfugier, à part cette autre idée encore plus au fond, ou même au-delà du fond, elle aussi rassurante à sa façon, à condition de garder une certaine distance, que je me ôterais la vie. Si je découvrais, en me mettant à écrire, que je n'étais pas celui que je croyais, c'est-à-dire un écrivain, alors même que je ne savais pas du tout ce que voulait dire être écrivain. Je savais juste qu'une fois que j'aurais commencé, je ne pourrais plus revenir en arrière. À méditer en lisant Works. Merci à Christophe, merci Martin, merci.